Sud Radio, les clés d'une vie, Jacques Pessis. Sud Radio, les clés d'une vie, celle de mon invité. Vous avez été à la chasse aux légendes avant de construire la vôtre grâce à des livres inspirés par la réalité. Vous n'avez donc jamais perdu la boule et vous le démontrez un peu plus aujourd'hui avec votre nouveau roman sur le disco. Bonjour Stéphanie Janicot. Bonjour Jacques Pessis. Alors vous êtes romancière, vous êtes membre du prix Renaudot, vous avez écrit beaucoup de livres et vous avez un parcours étonnant qu'on va évoquer à l'occasion de la sortie de ce livre Disco Queen chez Albin Michel, un roman sur une époque du disco. On va y revenir tout à l'heure, mais pour l'instant, si vous êtes d'accord, on va évoquer votre carrière à travers ces dates clés. D'accord, absolument. Alors la première que j'ai trouvée, et je me suis renseigné aux sources, c'est le 1er février 1997. Ce jour-là, vous recevez à Castres le prix Goya du premier roman. Ah oui, c'est vrai. D'ailleurs, je suis curieuse des dates que vous avez trouvées. Celle-là, effectivement, me surprend. J'ai téléphoné à Castres, oui. Et ils m'ont confirmé que c'était la date et ils se souviennent parfaitement de vous. Mais oui, et puis moi je me souviens parfaitement d'eux, c'était incroyable. En fait, ce prix Goya, c'est un prix de lycéens et ces lycéens travaillent toute l'année pour élire un premier roman et ensuite ils accueillent l'auteur, mais ils l'accueillent comme une rockstar. C'est-à-dire c'est hallucinant. Vous arrivez dans un amphithéâtre avec tous les... je dirais 100, 200 élèves qui ont participé au prix Goya. Et là, on vous acclame. Enfin, c'est juste incroyable. Et en même temps que je recevais le prix Goya pour Les Matrioshkas, qui était mon premier roman, ils avaient créé un petit prix Goya pour les primaires. Et oui. C'était Suzy Morgenstern qui l'avait eu, que j'adore, qui est vraiment une écrivaine pour la jeunesse merveilleuse. Et elle m'avait dit, Stéphanie, ne crois pas que ce soit toujours comme ça, les prix et la vie d'un écrivain. En fait, ce prix, c'est à la cité scolaire Bordebasse à Castres. Et c'est un professeur, Claude Rossignol, oui, qui en 1990 a créé ce prix. Il a enseigné les lettres. Ça a duré 32 ans. Et c'était, parmi les lauréats, il y a vous, Nadine Trintignant, et un inconnu qui s'appelait Marc Lévy, qui a eu son premier prix aussi. Ah, je ne savais pas que Marc Lévy l'avait eu aussi. Alors, donc vous êtes arrivé là-bas le 31 au soir, vous avez fait la fête le premier avec eux, et ils ont aimé ce roman qui était les Matrioshkas, qui est l'histoire d'un étudiant, fils d'un ancien nazi, qui se retrouve à la fin des années 80 dans un appartement loué qu'il loue à une grand-mère juive et à sa petite fille. C'est un sujet très fort. En fait, le sujet, c'était vraiment la mémoire juive, voilà, post-Shoah. Alors évidemment, cet étudiant, ça a l'air fortuit, c'est-à-dire premier chapitre, il est en mal d'argent, il loue une chambre dans un grenier parce qu'on lui a dit qu'il y avait une vieille dame qui vit seule avec sa petite fille de 18 ans et qui loue des chambres. Donc il arrive dans ce grenier et ce grenier est plein de mal, plein de souvenirs et il commence à fouiller. D'abord, il va trouver un journal, le journal d'une adolescente pendant la guerre, et puis il va trouver d'autres choses, et il va essayer de remonter la filière, en fait, pour connaître la vie de cette famille. Évidemment, on se rendra compte que c'est pas fortuit, il n'est pas arrivé là par hasard, qu'il a un vrai lien avec cette famille, et qu'en fait, il cherche à avoir des détails sur ce qu'a fait son père, en fait, pendant la guerre, quand son père allemand était muté à Paris. Ce qui est étonnant et encourageant, c'est que les jeunes lycéens ont adopté ce livre et en ont fait un prix. Oui. Ah, c'était merveilleux. Franchement, j'en ai gardé un souvenir étonnant. Alors, c'est vrai quand même que le premier roman est une chose très spéciale en France. Il y a beaucoup de prix du premier roman. Il y a beaucoup de sélections du premier roman. D'ailleurs, je me souviens, il y avait eu une couverture de Lire qui avait été faite à partir d'une dizaine d'auteurs qui avaient publié leur premier roman cette année-là. Et il y a des festivals du premier roman. Et en fait, on appartient à une promo d'une certaine manière. Et moi, mon premier roman, il était sorti en 1996. Et dans cette promo, il y avait Marie Darrieussecq qui publiait Truisme. Il y avait Pascal Rose qui a eu le Goncourt cette année-là. Donc en fait, on a été et on a. Alors Marie Darrieussecq avait fait la couve de Lire avec nous et j'ai pas mal fait de festivals avec Pascal Rose avant qu'elle n'ait le Goncourt. Voilà. Mais en même temps que des lycéens vous donnent un prix, ça vous a surpris peut-être. Alors, le fait que ce soit des lycéens qui me donnent un prix, non, m'avait pas surprise parce qu'en fait, j'ai écrit vraiment c'était mon premier roman et même si j'avais plus 18 ans, j'en avais 25 quand je l'ai écrit, 28 quand il est sorti.
même si j'étais plus si jeune, je l'avais écrit avec mon âme d'adolescente en fait. Et l'héroïne a 18 ans et l'étudiant allemand est jeune. Et donc, en fait, je pense que je l'ai écrit avec mes tripes adolescentes. Et donc, c'était pas étonnant que ça puisse parler vraiment à des adolescents. En plus, je leur racontais la guerre, la Shoah, la mémoire juive, mais de leur point de vue. C'est-à-dire du point de vue de jeunes qui regardaient ça de manière lointaine et qui étaient concernés sans complètement l'être. Voilà. Alors, il se trouve que les poupées russes, les matrioshkas, ont une importance considérable dans ce livre. Le père de ces poupées russes, il s'appelait Sergei Malyutin, je ne sais pas si vous le savez. Il s'est inspiré d'une série de poupées de bois japonaises qui représentaient les 7 divinités du bonheur. Il a fait 8 poupées. Elles ont été vendues en Russie dans un magasin. Ensuite, elles sont venues à l'exposition universelle de Paris en 1900. Et c'est comme ça que les poupées russes sont nées. Et la légende est née comme ça. Ah bah merci de me l'apprendre, j'ignorais. Et pourquoi les poupées russes dans ce livre ? Parce que la grand-mère qui loue l'appartement et qui est donc à l'origine de la lignée est d'origine russe. Alors, et puis, il s'agit aussi d'une histoire matrilinéaire. Hein. Elle a une fille qui a une fille, etc. Alors, il se trouve que vous avez eu un autre prix grâce à quelqu'un dont vous allez entendre la voix. Mais sans Georges, je crois que je ne l'aurais jamais lu. René Georges Fallet, m'a fait lire, car vous avez eu le prix René Fallet, qui était un fan de Brassens, je ne sais pas si vous le savez. Et il avait d'ailleurs fait tourner Brassens dans l'adaptation de Porte des Lilas, la seule fois où Brassens s'est fait du cinéma. D'accord, bah je l'ignorais aussi, mais je me souviens aussi très bien du prix René Fallet, qui a été un très très bon moment où je suis allée dans l'Allier en fait, pour le recevoir. Alors, la critique vous a encensé pour ce livre. Ce qui vous a surpris au départ, Stéphanie Génicaud? En fait, c'était mon premier roman. J'étais toute innocente, on va dire, et j'étais heureuse plus que surprise. Enfin, c'était des cadeaux pour moi. Et surtout, pour écrire le livre, ça n'a pas été simple. Vous attendiez que votre fille dorme, je crois. Alors, j'ai longtemps écrit le soir, en fait, quand je la mettais au lit. Mais les enfants dorment assez tôt, et donc ça, c'est plutôt pas mal. Je la mettais au lit à 8h et j'écrivais jusqu'à 11h. Et le lendemain, je travaillais, parce que j'ai toujours eu un travail en parallèle de l'écriture. Oui. Voilà. Et il y a aussi la lecture. Et je crois que vous avez beaucoup lu en Bretagne pendant vos jeunes années. Vous êtes né à Rennes et vous avez grandi à une trentaine de kilomètres de là, entre Breteil et Talensac, je crois. J'ai grandi, oui, dans cette région, à peu près à 25 km à l'ouest de Rennes, dans la région de Montfort-sur-Meux. C'est une région très calme. Il paraît qu'il n'y a que des manoirs là-bas. Alors non, il y a beaucoup de pavillons, parce qu'en fait c'est une zone extrêmement pavillonnaire, mais il y a quelques manoirs, effectivement. Alors il y a une chose étonnante, ce sont les maires, je ne sais pas si vous le savez. Le marquis Charles Huchet de la Bédoyère a été maire. Ensuite il y a la famille Les Portants de la Moranduère, Henri, Armand, Paul, et il y a leur successeur qui était simplement chauffeur dans le transport, vous voyez. C'est assez étonnant. Mais la famille Porteux de la Morandière, je crois qu'on a connu un certain nombre de leurs descendants, effectivement. Donc vous avez grandi dans cette région très calme, avec je crois un père qui était entrepreneur. Oui. Et une mère hôtesse de l'air. Alors ma mère avait été hôtesse de l'air, mais elle avait cessé ses activités lorsque je suis née. Donc je ne l'ai pas connue hôtesse de l'air. En revanche, j'ai toujours connu son uniforme d'hôtesse. Et elle était venue une fois dans ma classe pour expliquer dans mon petit village ce que c'était que d'être hôtesse de l'air. Et alors tout le monde était subjugué, elle était venue en uniforme d'hôtesse et moi j'étais très admirative. À cette époque-là, vous étiez dans la classe comme élève uniquement? J'étais dans la classe comme élève où j'avais 7 ans. Oh, oui, d'accord. Oui, voilà. Alors, avec vos parents, vous allez à la chasse aux légendes. Oui. Ça, c'est important, parce qu'il y a la forêt de Brocéliande qui est là. Je suis en lisière de forêt, et en fait, le week-end, mes parents m'emmenaient dans la forêt, et je pense qu'en fait, il s'agissait de me faire marcher. Tout dans le sens littéral du terme, c'est-à-dire me faire trottiner à leur côté. Et donc, ils intéressaient la partie avec ces légendes de Merlin, ces légendes de Viviane. Donc, on cherchait la fontaine de Jouvence, on cherchait la fontaine de Barenton. Sauf qu'à cette époque-là, c'était pas fléché, rien n'était indiqué. Et donc, on suivait, il y avait le guide de la Bretagne mystérieuse de Jacques Bins. Et donc, on suivait ça. C'était un peu, alors, au 3e rocher, on tourne à droite. Là, vous aurez deux hêtres, entre les deux. Bon, bref. Ce qui fait qu'on rentrait bredouille la plupart du temps, mais ayant passé une très très bonne journée. Oui, car la forêt de Brocéliande ou le tombeau de Merlin sont des légendes, Stéphanie Génicaud. Alors, ce sont des légendes, mais ce sont aussi des lieux maintenant. C'est-à-dire qu'en fait, aujourd'hui, tout ça est tout à fait fléché. Donc, vous avez un petit menhir, petit dolmen pour le tombeau de Merlin, quelques pierres dressées pour l'Autier de Viviane. Vous avez une très très belle balade du Val sans retour. Donc, quand même, il y a l'église du Graal. Enfin, il y a quand même des lieux
des lieux physiques auxquels on associe des légendes. Et c'est ça qui est génial, c'est que si on a un peu d'imagination, ces lieux, on les transfigure. Il y a une légende qu'on connaît peu, c'est celle de la nuit du dernier jour d'avril au premier jour de mai, qu'on appelle la nuit des fées. Alors, ça s'appelle aussi la nuit des sorcières. Oui. Et cette nuit des sorcières, je l'ai utilisée dans un roman, qui était le roman précédent qui s'appelait L'île du docteur Faust. Pour retrouver son chemin, il faut se mettre du gros sel, sinon on est perdu toute la nuit. Alors c'est ça la légende. Bon, le gros sel, ça a beaucoup de choses, parce qu'on dit aussi qu'il faut en mettre sur le pas de sa porte pour protéger sa maison. C'est fou, et grandir dans cet univers, vous étiez là parce que vos parents étaient là, c'est un privilège pour un enfant. Je me rends compte aujourd'hui que c'est un privilège parce que ça a beaucoup fait jouer mon imaginaire, et de surcroît j'étais la fille unique de mon couple parental, parce que mon père avait des enfants d'un précédent mariage mais qui ne vivaient pas avec nous, donc j'étais dans une maison très isolée. Pas de voisins, pas de copains. J'allais à l'école 12 kilomètres plus loin. Donc en fait, si je n'avais pas eu les livres, les contes et toutes ces légendes pour me tenir compagnie et me raconter moi-même des histoires, effectivement, je me serais ennuyée. Eh ben, en tout cas, avec vous, on ne s'ennuie pas, et on va continuer à parler de votre parcours à travers une autre date, le 14 octobre 2006. À tout de suite sur Sud Radio avec Stéphanie Janicot. Sud Radio, les clés d'une vie, Jacques Pessis. Sud Radio, les clés d'une vie, Stéphanie Janicot, mon invitée, romancière, membre du prix Renaudot, et puis ce livre Disco Queen dont on parlera tout à l'heure chez Albin Michel. Et votre parcours, on a évoqué vos débuts en Bretagne, et le 14 octobre 2006, vous êtes à la télévision face à face avec celui dont vous allez entendre la voix. Pour une raison tout bêtement matérielle. C'est que Michel Tournier. Il y a à la télévision un reportage sur la situation financière des écrivains en France avec deux exemples, Michel Tournier et Stéphanie Janicot. Ah oui, absolument. Et c'est Laetitia Fernandez qui avait fait les reportages. Absolument. Mais je ne savais pas que j'avais été en face de Michel Tournier. Alors elle me l'a dit après, mais moi je ne l'ai pas vu en fait cette émission, et je me souviens parce qu'elle me le rappelle souvent, Laetitia. Qu'en fait elle était venue chez moi et elle m'avait prise en train de cuisiner mes courgettes, faire des choses du quotidien pour montrer qu'effectivement il y avait celui qui vivait de sa plume, et puis il y avait celle qui bossait toute la journée, élevait seule un enfant, et puis finalement écrivait quand tout était quand les courses étaient faites, quand le ménage était terminé, quand l'enfant était couché. Et donc elle avait mis en parallèle ces deux destins, mais effectivement j'ai jamais vu l'émission avec les deux face à face. Ça m'aurait beaucoup impressionné, je pense. Et d'ailleurs, Michel Tournier raconte son prix Goncourt avec Le Roi des Zones, et il raconte que lui aussi a eu des difficultés, c'est-à-dire qu'il a été à la radio, homme de radio, il a été producteur à la RTF, il a été attaché de presse d'Europe numéro 1, et il a fallu 17 ans pour trouver véritablement son style, ce qui n'a pas été votre cas. Alors, trouver le style, je pense qu'il n'y a pas eu de déclenchement, ça s'est fait au fur et à mesure. Finalement, mon écriture a quand même évolué au fil des années. Je pense que si on regarde les Matrioshka et le dernier, mais le point commun, c'est j'ai toujours adoré raconter des histoires. Et je crois c'est devenu naturel chez moi de les construire, en fait. Et parce que sans doute j'ai été une telle lectrice, je lisais un livre par jour depuis l'âge de 6 ans, donc franchement j'ai tellement lu que finalement construire un roman, construire une histoire, ça m'était devenu naturel. En revanche, les écrire, ça c'est un autre problème. Je pense que l'aisance ne s'acquiert qu'avec le temps. Exactement. Alors il y a eu vos études d'abord, et le bac, Stéphanie Janicot, vous l'avez passé aux États-Unis. Oui, parce qu'en fait mes parents, mon père était donc entrepreneur. Son entreprise avait fait faillite au début des années 80, et il avait travaillé avec diverses, on va dire, banques qui faisaient de l'aide aux entreprises en Afrique, par exemple. Il avait beaucoup travaillé en Afrique dans sa jeunesse, et il avait été envoyé à cette époque-là au Maroc. Et mes parents sont partis vivre au Maroc. Et donc, le choix, c'était soit on me mettait en pension en France, soit on m'emmenait au Maroc, au lycée Lyoté à Casablanca, et là, ils m'ont envoyé finalement aller passer mon année de terminale aux États-Unis, où j'ai passé mon bac en candidat libre. Et ce qui est en même temps une formation exceptionnelle. Oui, et puis j'aimais beaucoup l'Amérique. J'avais passé beaucoup déjà de vacances en Amérique, en Angleterre, donc j'étais déjà bilingue quand je suis arrivée là-bas. Et c'était fascinant, en fait, de partager la vie des ados américains. Alors, études de droit ensuite, Sciences Po et Centre de formation des journalistes. Oui. Pour être journaliste, Stéphanie Janicot ? Oui.
Il y a une petite histoire derrière ça. C'est qu'en fait, quand je suis rentrée à Sciences Po, j'ai craint de ne pas avoir mon diplôme du premier coup. Bon, la dernière année, voilà, ça peut arriver. Et à cette époque-là, je ne sais pas si c'est toujours le cas, en tous les cas, on pouvait passer le concours d'entrée au CFJ, qui est le centre de formation des journalistes, et faire sa première année de CFJ parallèlement à une dernière année de Sciences Po. Donc je me suis dit, si je dois redoubler mon diplôme, au moins je le redoublerai pas pour rien. Donc je me suis inscrite au concours d'entrée au CFJ. Finalement, j'ai eu mon diplôme et je suis quand même rentrée au CFJ. Et vous êtes entrée comme journaliste. Alors, vous avez fait des journaux qu'on ne connaît pas forcément. Il y a eu La Croix et Notre Temps, qui est un magazine très très lu pour les seniors. Oui. Mais quand on a 65 ans, on reçoit automatiquement presque chez soi un abonnement, une demande d'abonnement pour Notre Temps. Eh bien, vous pourriez, parce que c'est un journal qui est très très bien et très finalement qui implique de se bouger, de voir la vie de manière positive. En fait, je suis rentrée à Bayard très tôt en sortant du CFJ. Et en 92, je suis rentrée, donc il y a maintenant plus de 30 ans. Et je suis rentrée chez les tout petits, parce qu'à l'époque, ma fille avait 6 mois. Et j'ai fait toutes les tranches d'âge de Bayard. J'ai travaillé pour la nébuleuse Pomme d'Api, pour Astrapi, pour Je Bouquine. J'ai créé avec d'autres un magazine qui s'appelait Muse, qui était une initiation à la culture pour les adolescentes. Et ensuite, Muse s'est transformé en trimestriel intergénérationnel. Et ensuite, j'ai poursuivi avec La Croix et aujourd'hui, Notre Temps, en gardant quand même un pied à la croix. Voilà. Mais en même temps, écrire pour les jeunes, les Pommes d'Api et autres, c'est des écritures très particulières. Oui, c'est génial. C'est une magnifique formation. Au CFJ, moi, j'avais fait une formation plutôt radio et télévision, qui m'a en fait beaucoup servi, parce que à la radio, vous savez forcément, il faut quand même être tout de suite compris par les auditeurs. Donc, il ne s'agit pas non plus d'être très compliqué. Et la presse jeune, c'est exactement ça. C'est comment on va pouvoir expliquer un sujet parfois difficile. Et par exemple, je me souviens d'un magazine, je l'avais entièrement consacré, Le ciel et les étoiles. J'avais fait tout un magazine avec Hubert Reeves pour les enfants entre 5 et 8 ans. Donc, il faut raconter l'astrophysique pour les 5-8 ans. Et finalement, ça se fait très bien. Et je pense que c'est un très bon exercice de vulgarisation, d'être capable de dire des choses compliquées de manière simple et compréhensible par tout le monde. Oui, d'autant plus que les enfants, contrairement à ce qu'on pense, ne sont pas aussi accros à Internet qu'on le croit, et ils aiment les vrais livres le soir avant de se coucher. Ah, mais les enfants, on peut les intéresser à tout. En fait, il suffit de le faire avec amour, passion, enthousiasme. Et évidemment, un enfant, il est complètement perméable à ce que ses parents, son entourage va lui offrir. Hein. Alors j'en reviens à Notre Temps, parce qu'il y a eu des rivaux qui se sont installés, ça n'a jamais marché, c'est resté le journal des seniors. Il y a eu Pleine Vie, enfin il y en a eu beaucoup. Il y a toujours. Voilà. Et il y a toujours, et il y a des croisières organisées. Et un jour, j'ai fait une croisière où il y avait une dame abonnée de Notre Temps qui fêtait sa 75e croisière. C'est-à-dire, ces gens ne vivent que pour ça. Alors là, c'est un peu spécifique quand même. Et puis, de toute façon, le temps des croisières, c'est un peu tari avec les expériences Covid. Oui. Et je crois aussi au fait que la plupart des gens maintenant savent quand même quel est l'impact, on va dire, carbone de leurs vacances et de leurs loisirs. Donc les croisières, ça reste une manière très belle sans doute de découvrir le monde, mais je pense que les gens qui vont faire 75 croisières pendant leur retraite ne sont plus tellement légion, puis il faut avoir les moyens de les faire. Oui, ils ne gardent que l'argent que pour ça en général. Alors, il y a aussi les femmes, vous défendez les enfants, mais les femmes, ça a toujours été une chose importante pour vous, bien avant le féminisme, de défendre le droit et le regard des femmes, Stéphanie Jadot. Alors, je ne sais pas si c'est un regard féministe, mais en tous les cas, c'est mon regard en tant que femme, parce que je pense que finalement ma vision du monde, elle doit être influencée par ça. Et c'est pour ça que tous mes personnages principaux sont des femmes, que je revisite les mythes au féminin, parce que c'est vraiment ma vision féminine de l'histoire. Alors après, elle est devenue, sans doute, au regard des critères actuels, on peut dire qu'elle est féministe, mais elle est avant toute chose un regard féminin. Oui, et surtout, ce n'est pas une caricature du féminisme.
Je sais pas, j'aime pas trop en fait, parce que dire qu'il y a une caricature du féminisme, c'est essayer de discréditer un certain nombre de revendications féministes. Il y a des manières différentes d'exprimer le féminisme. Certaines sont plus radicales. Il se trouve que c'est pas ma manière de parler. Enfin, je suis en radicale en rien, ni politiquement, ni quoi que ce soit. Ce qui peut d'ailleurs m'être reproché aussi, c'est que je ne fais pas partie de ces écrivains soi-disant engagés. Mais en revanche, je pense que j'exprime pour moi des choses qui sont importantes, même si je les exprime avec douceur et parfois un peu trop de délicatesse. Mais il faut être délicat. Alors, le mot féminisme, je ne sais pas si vous le savez, Stéphanie Janicot, il est apparu en France en 1872 pour la première fois par c'est Alexandre Dumas fils qui a utilisé ce mot pour définir un de ses personnages. Alors peut-être la Dame aux camélias. Ça doit être ça, je pense. Alors, je reviens à vos romans, parce que le premier roman, c'est toujours un essai, puis il faut transformer, et vous l'avez transformé par Des profondeurs, oui. Une tragédie maritime. Ça aussi, ça a surpris tout le monde, Stéphanie Janicot. Alors, c'est devenu, je dirais, presque ma marque de fabrique de ne jamais être là où on m'attendait, mais c'est vraiment pas voulu. En fait, les Matrioshkas exploraient ma mémoire juive, puisque ma mère est juive, ma famille est juive, et une partie de ma famille, évidemment, a disparu pendant la guerre. En revanche, j'ai quand même grandi en Bretagne, comme vous l'avez remarqué. Et quand j'étais au CFJ, on devait faire un stage en presse quotidienne régionale. Donc j'avais choisi Ouest France. Mais Ouest France, Chantepie, c'est-à-dire à côté de Rennes. Et mon rôle pendant tout l'été avait été de demander des papiers au local, c'est-à-dire les bords de mer en fait. Ouais. Donc je demandais des papiers à la locale de Saint-Malo, du Finistère Sud, enfin bref, et tout ça me faisait rêver, les bords de mer, moi qui étais coincée dans la banlieue de Rennes. Et c'est là que cette idée de Des profondeurs, course autour du monde à la voile, a commencé à faire son chemin. Et c'est né comme ça. Eh ben, ouais. Nous, on va aller à la pêche aux dates avec une autre date, le 6 mai 2021. À tout de suite sur Sud Radio avec Stéphanie Janicot. Sud Radio, les clés d'une vie, Jacques Pessis. Sud Radio, les clés d'une vie, Stéphanie Janicot, mon invité. Nous parlerons tout à l'heure de Disco Queen, votre nouveau roman chez Albin Michel. Vous êtes romancière, on a parlé de vos premiers succès, de votre parcours de journaliste. Et puis, le 6 mai 2021, ça, vous n'avez pas oublié la date. Non, parce qu'elle est très récente et effectivement, c'est le jour où j'ai su que j'étais élue, cooptée par les membres du jury Renaudot pour les rejoindre. Voilà, c'est une surprise. Alors, c'est pas une totale surprise, c'est-à-dire que c'est pas tombé comme ça par hasard. C'est que une des personnes, un des membres du Renaudot m'avait demandé si, le cas échéant, j'accepterais de les rejoindre. Et oui, bien sûr, j'aime beaucoup. Enfin, tous les membres du jury. Je les aime à différents titres. J'apprécie énormément Dominique Bonnat, Patrick Besson, pour ne pas le citer, puisque c'est quand même lui qui m'a demandé de les rejoindre, est un ami de longue date. Et Jean-Marie Leclésio. Et Jean-Marie Leclésio, qui avait écrit la préface de La Mémoire du Monde, mon livre La Mémoire du Monde, et pour lequel j'avais aussi eu le Renaudot de poche. Donc, c'est vraiment un jury que j'aime beaucoup, d'abord parce que c'est complètement anarchique, il n'y a pas de ligne particulière. Et je me souviens quand j'ai été élue, j'ai donc appelé Dominique Bonnat, je lui dis mais voilà, est-ce que c'est quoi la ligne? Et elle me dit la ligne c'est qu'il n'y en a pas, c'est l'anarchie la plus complète. Bon, d'accord. Alors, et effectivement, on s'amuse bien. Enfin, on oublie souvent que le Renaudot a été créé en hommage à la presse française, bien sûr, en 1925. En fait, il y avait des journalistes qui déjeunaient tranquillement parce qu'ils attendaient le résultat du concours qui était très très long à venir. Et en déjeunant, ils ont eu l'idée de faire un prix qui comblerait cette attente. Et c'est devenu le prix Renaudot. Oui, et Théophraste Renaudot, c'est quand même c'est joli, hein, comme pour moi en tous les cas, et c'est symbolique. C'est le premier journaliste français, parce que c'est la première, c'est lui qui a créé la Gazette, qui était quand même le premier journal répertorié en France. Alors, votre arrivée au prix Renaudot, ça tombe bien, parce que vous aimez lire, vous avez toujours lu un livre par jour, mais là, le rythme s'est accéléré avec le Renaudot. Oui, beaucoup plus que je ne le pensais, parce qu'en fait, je suis un bon petit soldat, et j'essaye de bien faire mon travail, et donc déjà, je lisais pas mal l'été parce que pour mes journaux, je sélectionne des livres de rentrée. Mais là, je me suis rendu compte que je suis passée à une vitesse vraiment supérieure. C'est-à-dire que j'essaye de lire entre 60 et 80 livres de la rentrée littéraire pour avoir vraiment de la rentrée littéraire française. Parce que derrière, moi, pour mes journaux, j'écris aussi sur la littérature étrangère, sur les documents. Mais ça fait plus d'un livre par jour, comment on fait ?
Alors non, ça fait pas plus d'un livre par jour parce que je commence à avoir la rentrée littéraire, on va dire en mai, sous forme d'épreuves. Et puis je lis tout l'été. Ensuite, évidemment, quand la première liste est constituée, je lis tous ceux que je n'ai pas encore lus, et il y en a beaucoup. Oui. Et voilà. En même temps, je suis toujours fasciné par les membres des jurys littéraires. Il y en a qui m'ont dit, oui, au bout de quelques pages, on sait si le livre va être bien, on va arrêter. C'est pas ce que vous faites, Stéphanie Janico. Non. Et puis, en revanche, je suis quand même mes goûts. C'est-à-dire que si le livre ne me plaît pas, je ne vais pas aller jusqu'au bout. Là, je vais l'abandonner. En revanche, si un livre me plaît, je vais vraiment le lire jusqu'au bout. D'abord parce que, et ça c'est une règle que je me suis fixée aussi pour mes chroniques dans notre temps, parce que je me dis finalement, le lecteur, lui, il va acheter le livre, il va le lire, et ce qui va lui rester, c'est la fin. Donc si moi, je n'ai pas ce goût-là, si j'ai pas eu le goût de la fin, je ne saurais pas finalement ce qui va lui rester. Et donc c'est une arnaque. Et pareil pour un prix littéraire. On a une grosse responsabilité quand même. Ça veut dire que derrière, des gens vont aller en librairie et vont acheter massivement ce livre. Donc j'estime que si moi je ne l'ai pas lu jusqu'au bout, mais qui va le faire, quoi. Voilà. En même temps, ça se décide au cours d'un déjeuner chez Drouin toujours. Oui, chez Drouin. Juste à côté, c'est 2 salles qui sont contiguës, la salle Goncourt, la salle Renaudot. Oui. Et effectivement, là, le débat est quelquefois difficile. Oui, forcément, parce que c'est comme ça dans tous les prix. J'appartiens à d'autres prix. On ne gagne pas à tous les coups. Donc parfois, ce n'est pas le livre que l'on soutenait qui obtient le prix. C'est comme ça. Mais moi, je me souviens de rendez-vous chez Drouin en attendant le prix Goncourt, le nombre de picassiettes qui sont là devant le cocktail qui est dans la salle voisine en attendant les résultats, c'est assez étonnant. Des gens qui réussissent à s'introduire, de faux journalistes, pour déguster le cocktail. Alors, je ne savais même pas qu'il y avait un cocktail, parce que nous, on est enfermés dans notre salle, et quand on en sort, c'est vraiment pour annoncer le prix. Et c'est vrai que je n'ai pas vu qu'il y avait un cocktail dans la salle à côté. Je ne sais pas s'il existe toujours. Enfin, il a existé pendant des années, bien avant le Covid, et je peux vous dire que j'ai vu des gens qui n'avaient même pas de carte de journaliste venir là, s'introduire, parce qu'à l'époque, il n'y avait pas de contrôle, comme aujourd'hui. Je pense qu'aujourd'hui, il y a beaucoup de contrôle, puis ça m'étonnerait qu'on laisse les gens monter à l'étage comme ça. Je crois que c'est quand même beaucoup plus contrôlé. Je crois aussi. Alors, justement, le prix Renaudot Poche, vous l'avez eu pour La Mémoire du Monde. Oui. C'est un autre prix, c'est autre chose. C'était un prix que vous avez eu 1 an plus tôt. Oui, je l'ai eu en 2016. En fait, j'avais écrit cette énorme fresque qui était censée répondre à une question que je me posais, qui était pourquoi je pense comme je pense. Donc, au lieu de remonter juste à mes grands-parents ou mes arrière-grands-parents, je suis remontée très très loin. Je suis remontée à 3500 ans avant Jésus-Christ, d'ici 3500 ans, et donc ça fait à 1500 avant Jésus-Christ, et qui était sous Amenophis III. Donc, je suis partie de l'Égypte ancienne pour arriver à aujourd'hui, et pour remonter le fil d'une pensée comme si c'était la pensée d'une seule personne. Donc, finalement, j'ai créé ce personnage d'immortel pour qu'elle puisse raconter sa vie de manière simple, en partant des récits de création, la religion, la naissance de la philosophie, la naissance de l'art, etc., etc. Et mon éditeur, qui est Albin Michel, 1800 pages, a estimé qu'il fallait couper le roman, donc a priori en 2. Sauf que, évidemment, ça me posait un problème, on va dire, d'ordre éthique, spirituel, ce qu'on veut, c'est que soit je coupais avant Jésus-Christ, après Jésus-Christ, et j'adoptais une vision chrétienne de l'existence, soit je coupais avant la destruction du deuxième temple et après, et j'adoptais une vision hébraïque. Donc c'était compliqué. Donc c'était avant diaspora, après diaspora, quoi, globalement. Et donc je voulais pas prendre parti, en fait, parce que ma culture, elle est double. Et puis voilà, donc en fait je l'ai coupé en 3 et j'ai adopté, on va dire, une vision finalement féministe de La Mémoire du Monde, puisque je suis allée de Amenophis III à Cléopâtre, de Cléopâtre à Aliénor d'Aquitaine, d'Aliénor d'Aquitaine à nos jours. Et votre héroïne est une égyptienne immortelle, et vous avez eu donc le Renaudot pour ce... Le Renaudot Poche, parce que finalement, ça, donc l'éditeur l'a coupé en 3, mais moi, le livre que j'ai écrit, c'était un seul roman. Et le fait qu'il soit coupé en 3, pour moi,
moi, ne rendait pas en fait compte de ce que j'avais voulu faire. Donc au moment du passage en poche, j'ai dit je veux que ce soit un seul livre, ce qui était déjà pour le livre de poche assez compliqué à faire parce que 1800 pages c'est pas rien. Et Jean-Marie Leclésio avait accepté gentiment de m'en faire la préface. Et un Renaudot même poche, c'est une surprise et une forme de consécration. C'était vraiment merveilleux parce qu'en fait c'est vraiment un livre très important dans ma vie et le poche pour le coup ressemblait vraiment à ce que j'avais eu en tête, beaucoup plus que les 3 tomes qui étaient parus en grand format. Alors tous les livres que vous faites, Stéphanie Janicot, il y a des interrogations et l'interrogation principale, est-ce qu'on peut réussir sa vie ? Alors, cette interrogation, elle est, on va dire, dans mon livre, mes 2 livres, derniers livres en fait. Parce qu'en prenant de l'âge, évidemment que c'est une question que je me pose. Ça n'a pas été toujours la question en fait principale de mes livres, mais ce qui est vrai, et là vous avez complètement raison, c'est qu'en fait je bâtis mes fictions à partir de quelque chose qui m'interroge profondément, qui me pose problème, ou qui pose douleur, ou etc. Et je bâtis complètement du romanesque autour de ça pour répondre à cette question. Mais évidemment j'arrive à la fin. Et j'ai toujours répondu qu'assez partiellement, puis finalement je vois que tout ce que j'ai fait c'est d'en poser une autre. Et du coup ça m'oblige à faire le roman d'après qui répond à la question que le premier, enfin bref, c'est sans fin. Et effectivement Faust, en fait la fin de l'île Docteur Faust soulevait la question, peut-être que pour vivre, pour avoir le courage de prendre de l'âge, peut-être il faut aller vers la légèreté. Et du coup, voilà, c'est quoi la légèreté ? Et hop, on arrive à Disco Queen. Voilà. Alors, il se trouve en même temps que vous avez fidélisé des lecteurs avec cette formule, c'est-à-dire que les gens attendent toujours le roman suivant. Il se trouve que ce sont des livres qui leur parlent parce qu'ils correspondent à des sujets qu'ils connaissent. Oh, je pense que finalement, quand on parle des questions qui nous sont très profondes, forcément, elles rejoignent des questions qui sont universelles. C'est-à-dire que cette vie a-t-elle un sens ? Qu'est-ce que je fais là ? Effectivement, c'est quoi réussir sa vie ? Trouver l'amour ? Est-ce que c'est ça ? Parce que c'était, par exemple, la question de mon immortel. En fait, elle avait une 2e dose d'immortalité. Donc, en fait, elle passe une grande partie de son immortalité à se dire à qui je donne cette 2e dose ? C'est donc la question de l'engagement, en fait. Et ces questions de l'engagement, c'est des questions que nous nous posons. La question du deuil, la question de la tristesse, mais la question de comment être léger, la question de la maternité, la question des liens du sang ou pas, parce que la famille, pour moi, c'est pas que les liens du sang. Enfin, je pense que toutes ces questions qui concernent à la fois la nature humaine ou la relation de l'homme avec ses semblables, forcément, elle nous touche tous. Voilà. Et il y a une question que vous posez et que Gilbert Bécaud a chantée. La solitude, ça n'existe pas. La solitude, ça n'existe pas. Gilbert Bécaud, qui ne travaillait pas en solitaire, il composait une musique toujours avec l'auteur à côté et il le poussait au maximum pour que les mots sortent de sa plume et qu'il puisse écrire la chanson complètement à 2. Je ne savais pas qu'il fonctionnait comme ça. C'est vrai que j'ai beaucoup écrit sur la solitude. Ça a même été un de mes grands thèmes, je pense. Et j'avais fini par penser que être le corollaire de être libre, c'était vraiment être seul. Alors soit j'ai accepté d'altérer ma liberté, soit j'ai trouvé un compromis, un bon compromis. Je pense que c'est moins mon sujet aujourd'hui, mais c'est vrai que ça l'a beaucoup été parce que à partir du moment où on n'a pas une vie complètement normée, même si la mienne n'est pas non plus exubérante, mais forcément il y a un retrait et une distance qui se fait avec nos contemporains. Voilà. Et puis parmi les choses que vous avez faites, il y a également des prix et je crois que vous êtes la cofondatrice du prix de la Closerie des Lilas, qui est un prix littéraire très important. Oui. C'est merveilleux, c'est une aventure merveilleuse parce que pour le coup, donc on était un petit groupe d'écrivaines femmes qui voulions en fait rendre hommage aux romancières qui écrivent en français. Sachant que le prix Femina à cette époque-là remettait systématiquement leur prix à des hommes. Ouais. Donc, on voulait mettre en avant la création féminin et la Closerie a suivi tout de suite
pour accueillir ce prix. Et c'est vraiment une aventure merveilleuse parce que ça fait 17 ans et que on a créé une véritable solidarité féminine. Alors pas seulement entre les fondatrices, parce qu'on est un petit groupe de 6 fondatrices, mais chaque année on accueille un jury tournant avec des femmes qui sont dans le monde de la culture, une présidente différente chaque année. L'année dernière c'était Laura Adler, cette année c'est Dominique Bonnat. On a eu Amélie Nothomb, Leila Slimani. Enfin, vraiment, ça nous permet de rencontrer des femmes du monde littéraire. Et puis sinon, on invite des femmes du monde de la culture tous azimuts, donc des comédiennes, des chanteuses. Et c'est merveilleux parce qu'en fait, il se crée quelque chose autour de cette table et des débats sur les livres qui sont vraiment magiques. Et souvent, les personnes qui ont fait partie de ces prix de la closerie restent des proches. Voilà. Et là, il n'y a pas débat puisqu'on va parler de votre livre tel qu'il est. C'est Disco Queen. On en parle avec une autre date, le 5 janvier 2023. A tout de suite sur Sud Radio avec Stéphanie Janicot. Sud Radio, les clés d'une vie, Jacques Pessis. Sud Radio, les clés d'une vie, mon invité Stéphanie Janicot, romancière, membre du jury du prix Renaudot, et puis ce nouveau livre qui est sorti le 5 janvier 2023, Disco Queen, un roman sur l'ère du disco. Alors il y a des sujets sur lesquels on ne vous attendait pas, celui-là en est un. Oui, alors il est venu naturellement, hein, c'est-à-dire que de plusieurs choses. La première chose, on en a parlé tout à l'heure, c'est quoi la légèreté? C'est-à-dire qu'en fait, je finis fausse en me disant, mais voilà, ce qui va m'aider à vieillir, à bien vieillir, c'est de me sentir légère et joyeuse, etc. Donc, qu'est-ce qui peut faire ça? Ensuite, il y a eu plusieurs choses. J'ai passé le confinement dans mon village en Bretagne, dans lequel il y a une maison un peu abandonnée. Et c'est un village dans lequel il n'y a même pas un bistrot, quoi. Donc je me suis dit, et si cette maison, on s'en servait pour faire un lieu collectif, etc. Donc déjà, ça a commencé un peu à germer. Et puis, à un moment pas très agréable de ma vie, ma fille, exactement comme le premier chapitre de ce livre, me tire des cartes, vous savez, pas le tarot, mais des cartes sur lesquelles il y a des phrases comme ça. Et moi, je tire Party Time. Party time, ça veut dire l'heure de la fête, quoi. Ouais. Elle me dit, bon, bah alors comment je transforme une vie en l'heure de la fête? Et ça a donné, tout ça mis bout à bout, cette histoire, en fait, d'une sexagénaire qui a envie et décide d'ouvrir une boîte disco dans son village en Bretagne. C'est-à-dire qu'elle est à l'heure de la retraite, elle était institutrice, elle est malade et elle se dit je voudrais profiter de la vie et ce que vous appelez l'indispensable légèreté de l'être. Oui, alors ça évidemment, le clin d'œil, parce que voilà, la légèreté c'est un terme qui est vraiment utilisé de manière péjorative. Voilà, le roman il est léger, c'est-à-dire un peu insipide, une femme légère, c'est quand même une femme pas très fiable. Voilà, la légèreté c'est vraiment devenu péjoratif. Et je voulais rendre à la légèreté ces lettres de noblesse parce que pour moi, non seulement ce n'est pas péjoratif, mais c'est indispensable. C'est un besoin que nous avons fondamentalement. Sinon, la vie n'est pas vivable. Enfin, si on prend tout en plein cœur, si on prend tout de manière toujours sérieuse et mais mon Dieu, quoi, voilà, c'est trop déprimant. C'est Raymond Devos qui disait le rire, l'humour, c'est indispensable à l'homme, c'est capital. Oui, c'est franchement. Alors, j'aurais pu faire un roman sur l'humour parce que l'humour, c'est évidemment et le rire, c'est la plus jolie manière d'être léger. Mais je pense que le disco en allégorie de la légèreté, ça me plaisait aussi parce que je crois que j'avais envie de faire quelque chose aussi comme Swazik, le personnage, qui... alors c'est pas, j'allais dire, qui répare aussi. Et moi, j'ai pas eu une jeunesse extrêmement festive. D'abord parce que je vivais à la campagne, donc déjà pour sortir, c'était pas évident. Et en plus, je suis arrivée à Paris à 20 ans et très vite, j'ai rencontré celui qui est devenu le père de ma fille. J'ai eu un enfant à 23 ans. Enfin bref, donc on peut pas dire que j'ai beaucoup traîné dans les boîtes de nuit et j'ai pas eu une jeunesse particulièrement festive. J'ai même beaucoup travaillé, comme vous l'avez remarqué. J'ai écrit plus de 20 livres. Bref, donc j'ai un peu passé ma vie à bosser. Donc forcément, j'ai des comptes à régler avec la fête et avec ce qui pouvait, à mon époque, symboliser la fête. Et évidemment, j'aurais pu choisir la musique des années 80 qui est
plus proche de moi en âge, on va dire. Mais ce disco, c'est quand même un truc incroyable. Et surtout, j'ai un souvenir très, très net du premier été, de celui où Saturday Night Fever a déferlé sur la France, puisque, en fait, cet été-là, ma mère m'avait envoyé passer l'été dans un collège à Jersey. Et j'étais la plus jeune, j'allais avoir 11 ans, d'un groupe d'ados. Et tous les soirs, ils faisaient des fêtes au son du disque des Bee Gees. Voilà. Et pour moi, j'en ai gardé, c'était vraiment la projection d'un moi idéal, de voir ces ados. C'était... j'avais envie de rentrer dans ce monde de l'adolescence, en fait. Et vous êtes rentré dans ce monde de l'adolescence avec cette chanson qu'on va écouter. Cette chanson, bien sûr, c'est du film La fièvre du samedi soir, oui, de John Travolta, oui, film qui est très présent dans le film. Il faut savoir que ce film se déroule dans un club qui s'appelle l'Odyssée, et c'est un clin d'œil à Stanley Kubrick et à Odyssée 2001, Odyssée de l'espace. Ah oui, c'est vrai. Ouais, c'est complètement. Et les chansons sont sur la bande originale, mais pas dans le film avec Travolta. Ah, il y a certaines, on les retrouve dans le film. Oui, mais c'est pas dans l'histoire, exactement. Et il y a des erreurs dans ce film, les fans l'ont vu 150 000 fois, il y a des erreurs qui sont repérées par les fans. Et à un moment, dans le film, John Travolta tire une chaise pour s'asseoir, et il s'agit de la chaise du milieu, et on le voit sur le plan suivant, assis sur la chaise d'à côté. Ah, c'est des erreurs de montage, des erreurs de script. En fait. Exactement. Alors, effectivement, vous n'avez pas connu cette époque, le Palace, vous n'avez pas connu. Non, non. Et puis, quand vraiment, à l'époque où les gens de ma génération allaient au Palace, moi, j'élevais un enfant seul en plus, et j'écrivais. Donc, franchement, ça n'a pas été très festif. Mais, justement, ça m'a permis, d'abord parce que, à partir du moment où j'ai décidé d'écrire sur le disco, j'ai passé un été à écouter des musiques disco, et ça m'a mise en joie. Donc déjà, et puis Staying Alive est le titre du premier chapitre, puisque chaque chapitre a un titre de tube disco. D'ailleurs, j'ai composé la playlist que j'emmène en librairie, où il y a des fêtes disco dans la librairie. Donc chaque chapitre en fait correspond à un moment clé de l'histoire avec une chanson qui lui correspond. Et je trouve que finalement, au départ, je regrettais qu'il n'y ait pas la bande-son avec le livre. Et en fait, c'est pas gênant parce que ce sont des chansons que finalement tout le monde connaît, et tous les lecteurs me disent « Ah bah... J'avais les chansons en tête pendant toute la lecture du livre. » Que ce soit Bonnet M, que ce soit Abba ou l'autre, il n'y en a qu'une seule que j'ai repérée. En français, c'est celle-ci. Il y a Disco Queen aussi en français. C'est la vraie chanson française de Claude François cette année-là. Alors, en fait, cette chanson, elle a une histoire, c'est une vieille mélodie. Il était fâché avec son directeur artistique qui lui dit il y a cette chanson que tu pourrais faire sur l'année où tu as commencé, parce qu'il a fait Belle, Belle, Belle en volant le titre à Lucky Blondeau qui devait l'enregistrer. Et c'est comme ça que Claude François s'est réconcilié avec le directeur artistique avec qui il s'était fâché, et que ça a été un succès. Oui, et j'ai en fait choisi la date de naissance de mon héroïne, Swazik, exprès pour pouvoir mettre cette chanson-là. Elle est née en 1962 et c'est ce qui a fait que je l'ai fait naître en 1962, parce que toute autre date m'aurait empêché de mettre cette chanson. Alors finalement, dans ce livre aussi, il y a tous les accessoires du monde du disco, c'est-à-dire les robes, tout ce qui peut exister dans ce monde-là que vous n'avez pas connu, Stéphanie Janico. Alors, je ne l'ai pas vraiment connu, mais je me souviens que dans un club de vacances avec ma mère, quand j'étais enfant, j'ai été Claudette. Et parce qu'on fait faire des spectacles aux enfants. Et on m'avait mis, mais c'était tellement inconfortable, une espèce de tube avec du papier aluminium autour, et puis fermé avec des agrafes. C'était très inconfortable, et j'enviais celui qui faisait Claude François et qui était dans des vêtements amples et qui avait l'air de s'amuser grandement sur scène, alors que nous, on était derrière à faire des mouvements idiot. Mais les vraies Claudettes ne s'amusaient pas non plus. Parce que ça ne devait pas être très drôle. Non, parce qu'il était d'une précision machiavélique, et même pendant une chanson en playback, il se retournait pour les insulter quand le pas n'était pas exact. Ah, c'est affreux. Alors, les robes à paillettes, tout ça, vous n'avez pas connu? Non, j'ai pas vraiment connu ça, si ce n'est que je les ai vus, enfin j'ai vu tout ça autour de moi. Mais cette musique, je l'ai quand même beaucoup écoutée. Enfin, elle m'est très, très, très familière. Et puis, il y a un symbole aussi dans le disco que vous n'avez pas loupé, qui est la boule à facettes. Oui. Alors ça, en revanche, on fait
moi, je fête tous mes anniversaires et toutes mes soirées avec boule à facettes, boule disco et musique disco années 80. Oui. Mais même avant d'écrire le livre? Oui, même avant d'écrire le livre. Je pense que je suis pas seule de ma génération à faire ça. Hein. Les fêtes disco, ce sera pas né avec Disco Queen. C'est plutôt moi qui, adorant ces fêtes-là, ai eu envie d'écrire sur cette musique. Hein. Oui, et d'ailleurs, la boule à facettes, elle existe depuis les bals populaires des années 50. Et c'était pas disco, mais il y avait déjà le polystyrène. Et on voit même une boule à facettes dans le film Casablanca avec Humphrey Bogart et Lorraine Bacall en 42. Je me souviens pas de ce détail. Il y a beaucoup de choses dont je me souviens dans Casablanca, qui est un film magnifique. Et puis en plus, qui m'a beaucoup parlé, puisque comme je vous ai dit tout à l'heure, mes parents ont vécu finalement longtemps à Casablanca. Donc j'ai passé beaucoup de vacances ensuite chez eux, et donc c'est une ville que j'ai bien connue. Alors le livre s'appelle Disco Queen parce que vous organisez une fête disco pour élire la reine du disco dans ce livre, oui. Stéphanie Janicot. Alors Swazik, non contente de faire une boîte de nuit, se dit il faut élire la Disco Queen. Parce qu'en fait, elle a aussi un compte, elle a réglé dans son adolescence avec une élection de Disco Queen. Et là, en fait, il faut savoir que on l'a pas dit là, mais il y a deux romans dans le roman, oui. Puisque en fait Swazik est malade et sa première pulsion en se disant comment je vais devenir festive, c'est d'écrire, ce qui est quand même ma pulsion à moi aussi. Ouais. Donc elle écrit son histoire de elle en train de faire une boîte disco et elle se dit ça coûte pas plus cher, elle est en train de l'écrire. Eh bien c'est John Travolta qui va venir présider l'élection de la Disco Queen. Mais il se trouve que alors qu'elle est en train d'écrire, elle ne le sait pas parce que c'est une surprise que ses filles et ses amis vont lui faire. Eh bien derrière, ces filles lisent les chapitres et travaillent pour réaliser le rêve de leur mère. Donc, vont vraiment faire une boîte disco dans le village, etc. Sauf qu'au moment où la mère écrit on va contacter John Travolta, elles se disent mais comment on fait ? Voilà. Mais il se trouve que finalement, c'est assez facile, car aux États-Unis, à l'inverse d'autres pays, quand une star reçoit un courrier, elle y répond. Alors, c'est une chose que j'ai remarqué chez les Américains. Alors, j'ai jamais essayé d'écrire à John Travolta, mais... Vous pourriez eu votre livre maintenant. Je devrais, oui. Mais c'est que, en tout cas, j'ai interviewé beaucoup d'écrivains américains. Et en fait, ils sont non seulement très accessibles, mais au contraire, les Américains s'estiment redevables à leur public. Donc, ils sont très gentils, très affables. Donc, je suppose que ça doit être possible d'écrire à une star américaine et qu'elle vous réponde. Voilà. Alors, il se trouve en plus que l'histoire se déroule pendant le Covid. Donc, effectivement, ça rend la visite de John Travolta encore plus compliquée, Stéphanie. Plus compliquée. Et donc, Swazik, qui a un petit souci de réalisme, se dit, allez, je vais le faire venir par visio. Et pourquoi pas. Alors, c'est quand même une période de fête qu'on n'a pas oubliée. En fait, le Palace est né lorsque Yves Mourouzi est allé à New York voir le Club 54. Il est rentré à Paris. Il a vu son ami Fabrice Emmer, chez qui il dînait tous les soirs, dans un club qui s'appelait le 7. Et c'est comme ça que Fabrice Emmer a créé le Palace, qui est le pendant du Club 54 Alors, de New York. Alors, c'est marrant parce que le Palace, moi, m'avait jamais fait rêver parce que sans doute, je pense que j'étais déjà dans autre chose quand... En revanche, j'ai vécu à New York puisque j'y ai passé mon bac et ça nous faisait rêver. Studio 54, c'était vraiment l'endroit où on rêvait d'aller, d'être un jour accepté. Oui. Alors, ça vous donne envie d'aller dans la discothèque de ce roman ? Ça m'a donné pas mal envie de danser et j'avoue que les libraires ont bien joué le jeu parce qu'en fait, j'ai eu plusieurs rencontres en librairie qui se sont terminées avec des fêtes disco. En même temps, c'est un sujet qui, vous l'avez constaté, est entré dans la légende, ce qu'on n'imaginait pas il y a 30 ans, Stéphanie Janicot. Alors, est-ce que le disco, il y a 30 ans, mais il y a 30 ans, on sortait tout juste de cette période. Enfin, on était encore... donc, ça avait un petit côté ringard, j'imagine. Mais aujourd'hui, la musique sur laquelle dansent les jeunes en discothèque, c'est une musique électro qui a ses qualités, mais qui est beaucoup moins festive que ce disco. Et par conséquent, non seulement les gens de ma génération, mais aussi les gens de la génération de ma fille, même des plus jeunes, finalement, se rendent compte que c'est une musique qui est extrêmement joyeuse. Hein. Oui, en plus, à travers ce livre, en filigrane, vous évoquez la société de consommation des années 70 que beaucoup de gens regrettent.
Alors, est-ce qu'il faut la regretter? Je pense que beaucoup de gens aussi la fustigent parce que c'est aussi cette société de consommation qui a un peu quand même pillé la planète et fait qu'on est dans la situation dans laquelle on est aujourd'hui. Donc, il n'y a ni à regretter, ni à se fustiger parce que les choses, elles sont comme elles sont et voilà. En revanche, il y a une insouciance, une forme d'insouciance qui a disparu. Et je pense que ce disco nous redonne cette insouciance-là. Eh ben, les lectrices et les lecteurs qui vous aiment le constateront en lisant Disco Queen chez Albin Michel, l'indispensable légèreté de l'être que nous devons cultiver. Merci de l'avoir écrit, merci d'avoir ravivé cette flamme, Stéphanie Génicaud. Merci à vous de m'avoir invité. Et continuez avec d'autres sujets. Merci. Le fil va continuer. Ah oui, toujours, oui. Je ne m'inquiète pas. Merci Stéphanie Génicaud. Merci à vous. Les Clés d'une vie, c'est terminé pour aujourd'hui. On se retrouve bientôt. Restez fidèles à l'écoute de Sud Radio.